Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors ça va être un débat entre femmes ce soir, mais on va dire dans une bonne ambiance, avec une belle humeur. J'ai envie de commencer, Muriel, si vous voulez bien, peut-être par le commencement, en tout cas parce que vous avez écrit évidemment sur l'Odyssée des femmes. Je pense que c'est quelque chose qui va nous permettre de lancer cette petite soirée. Et si tout commençait par un malentendu, voilà, un énorme et jubilatoire malentendu. Je venais à peine de publier le feuilleton d'Hermès, le premier volume de ma série La mythologie grecque en 100 épisodes, quand le phénomène s'est enclenché. Quel phénomène ? Le phénomène en question, c'est simplement que les papas se sont emparés des feuilletons. Voilà. Les papas qui pensaient que c'était vraiment pour eux. Les papas et les enseignants hommes. Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que souvent, c'est quand même les mères qui font la lecture aux enfants. Pas toujours, heureusement. Et en tout cas, les histoires qu'on lit aux enfants, on a le sentiment parfois de... Voilà, il faut lire une histoire, quoi. Et les pères, ils se sont dit « Ah, mais la mythologie, c'est pour moi ». Voilà. Et ils se sont engouffrés dans les feuilletons. Et donc, le malentendu, c'est ça. C'est qu'en fait, ils pensaient venir trouver de l'épopée, des bagarres, peut-être. En tout cas, des choses... Il y a des femmes bagarreuses. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'ils avaient une certaine idée de la mythologie telle qu'on nous l'a racontée. Et puis, ils ont trouvé autre chose en lisant les feuilletons. Mais alors, vous, quand vous vous êtes intéressée à la mythologie grecque, vous êtes toute petite. Moi, j'ai découvert la mythologie grecque, j'avais 8 ans, je crois. Vous êtes rentrée dedans, mais alors... On m'a offert un livre qui s'appelait Contes et légendes du monde grec et barbare. Alors, je me demandais pourquoi barbare, à l'époque. Et il y avait, je me souviens, un cheval de Troie sur la couverture. Il y avait d'ailleurs un guerrier en bouclier, etc. Voilà, il y avait déjà quelque chose d'assez... Voilà, bon. Et ces histoires, elles m'ont passionnée tout de suite. Mais dès le début, ça je m'en souviens très très bien, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les mêmes personnages, notamment les dieux, on les retrouve dans des histoires différentes, mais il n'y a pas de lien entre eux ? J'étais tout le temps obligée de faire ce lien. Voilà. Mais après, je suis tombée dedans à ce moment-là et ça ne m'a plus jamais quittée. Et vous vous êtes dit, donc forcément, ça peut être que pour les hommes. Votre papa vous racontait la mythologie grecque ? Non, pas spécialement. C'est pas que je me suis dit ça. En fait, c'est plus subtil et j'allais dire pervers. C'est plus pervers que ça. C'est que la manière dont c'est raconté, la manière dont ensuite j'ai croisé des œuvres d'art en grandissant, parce que ça m'a toujours passionnée, c'est une représentation très masculine de toutes ces histoires-là. C'est une représentation aussi des femmes très particulière. Tout le monde connaît Vénus sortant des eaux avec ce magnifique tableau de Botticelli. Elle est nue sur son coquillage, tellement fragile. Voilà, ou bien ces autres tableaux où on voit ces héroïnes toutes nues attachées à un rocher, et puis on attend que le héros vienne les libérer. On connaît ça. Et même les sculptures. Enfin, donc en fait, c'est plus une imprégnation. Je ne me suis pas aperçue tout de suite que les histoires telles qu'on me les racontait et telles que je me les racontais, elles avaient cet accent comme ça, testostérone, pour dire les choses rapidement. Donc il fallait de toute façon, à un moment ou à un autre, que vous les mettiez en valeur, toutes ces femmes. Alors, c'est pas venu tout de suite, en fait, Emmanuel. C'est pas venu tout de suite. Au début, mon projet, quand j'ai commencé, vous imaginez, ça fait 20 ans que je travaille sur les mythes en écrivant. Donc, le feuilleton d'Hermès, on va fêter les 20 ans l'année prochaine. Hein. Donc, c'est quand même... Au début, j'ai pas spécialement pensé aux femmes. Et d'ailleurs... Hermès, c'est un dieu, hein, donc le dieu messager. Et puis, c'est au fil de ces récits, je me suis dit, mais il y a un truc un peu étrange. Est-ce que moi-même, je ne suis pas en train de reproduire quelque chose ? Je me suis vraiment posé la question. Alors, moi, je pensais qu'il suffisait de donner une part belle à Ariane en écrivant le feuilleton de Thésée, parce que sans elle, il serait encore dans le labyrinthe, ou enfin qu'il suffisait de les raconter. Et j'ai vu que ce n'était pas si simple. Donc là, c'est là où j'ai commencé à vraiment regarder ça de plus près et que je me suis aperçue que mon propre regard, il était à côté de la plaque. Mais alors, est-ce qu'à travers tous ces personnages, ces femmes-là, et par rapport à, je dirais, la réalité, hein, de ce qu'on peut vivre, nous, en tant que femmes, c'est comme ça un petit peu qu'a germé aussi cette envie peut-être de leur donner la parole, de les remettre un petit peu sur ce piédestal, même à travers, finalement, la mythologie grecque ? En fait, c'est surtout parce que il y a des injonctions qui sont données au féminin.
Il y a des injonctions. Une femme, ça doit être comme ci. Une fille, ça doit être comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu ça. Pour le coup, à l'âge que j'ai, il y avait quand même des normes, on va dire. Et bon, ces normes, je les ai toujours... j'ai eu du mal à les accepter, on va dire. Et les déesses et les héroïnes de la mythologie, elles ne nous proposent jamais de normes. C'est comme ça que je suis rentrée dans cette bataille, j'allais dire. C'est-à-dire, elles nous proposent des facettes du féminin qui sont toutes différentes. C'est ça. Et qui nous laissent l'opportunité à nous de choisir quel genre de femme on veut être. Plusieurs femmes en une. Voilà, tout à fait. Et on n'est pas obligé de se conformer à un modèle. Ce qui permet quelque chose de très jubilatoire et ouvert. Et là, moi, pour le coup, je pense qu'on a besoin d'elles, ces femmes de l'Antiquité, pour tracer notre chemin aujourd'hui. C'est pour ça que je suis retournée vers elles. C'est que... Enfin, vous imaginez bien que ça fait 3000 ans qu'on raconte les histoires de la mythologie. Donc, si c'était des histoires ennuyeuses ou qui ne parlent pas d'aujourd'hui, on aurait arrêté depuis longtemps. C'est clairement, simplement parce qu'elles portent en elles des choses qui nous expliquent le monde et qui nous parlent à nous maintenant. Et particulièrement, si on retourne les regarder à l'aune de ce dont les femmes ont besoin aujourd'hui. Enfin, les femmes et les hommes, hein, c'est-à-dire comment faire bouger tout ça. Alors, quelle femme vous êtes, vous? J'ai envie de dire. Moi? Oui, parce que je sais que vous aimez bien Artémis. Oui, mais alors... comment vous vous situez finalement, vous, aujourd'hui? Si on devait écrire... Évidemment que Artémis, j'ai écrit 100 épisodes sur elle, etc. Artémis, c'est cette rebelle. Donc, il y a beaucoup de choses de moi dans Artémis. Moi, c'est ma préférée. Hein. Artémis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Athéna aussi. Hein. Ouais. Non, elles ont toutes quelque chose. Mais voilà, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est compliqué d'en choisir une. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'Artémis, notamment dans sa manière de se mettre en colère. C'est une déesse rebelle, c'est une déesse qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds, qui ne veut pas qu'on lui impose son mode de vie. Sa rébellion et notamment sa manière de dire non à un patriarcat de l'Olympe, pour faire vite ça, c'est quelque chose où, voilà, dans son comportement, je me ressens, disons, on a des points communs. Mais j'aime assez aussi la manière dont Athéna prend les choses en main. Et puis finalement, si vous les regardez toutes, je trouve qu'on a un peu de chacune d'elles en nous. Voilà, est-ce que toutes ces femmes, finalement, elles ne sont pas aussi un peu masculines? Non, j'aime pas cette idée, parce que ça voudrait dire que parce que ce sont toutes des femmes puissantes, que ce sont toutes des femmes rebelles, en tout cas qui ne se laissent pas faire, il faudrait forcément qu'elles soient masculines. Je ne crois pas. Non, elles sont féminines. Mais c'est simplement... Est-ce qu'on peut pas être un peu les deux? Comment? Est-ce qu'on peut pas être un peu les deux? Oui, un peu. Parce qu'une femme qui est un petit peu masculine, elle peut être extrêmement féminine aussi. Oui. Ah, mais c'est bien, vous voyez, ça fait réagir. Alors, oui, moi je leur vois pas du masculin. Non. Franchement, c'est pas ça. Pas de masculin. Ou alors mettez beaucoup de féminin dans les hommes aussi, puis on va équilibrer les choses. Non, je pense qu'au contraire, elles nous montrent, et parce qu'on parle des déesses là, mais il y a les héroïnes, elles nous montrent que être une femme, c'est pas forcément s'écraser, quoi. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas besoin qu'elles viennent prendre la place des hommes ou se comporter en homme pour pouvoir affirmer ça. On est complètement dans l'actualité quand même. Alors ça, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Elles sont d'une actualité archi brûlante. Et avec l'évolution de regard aujourd'hui, notamment le fait qu'on s'aperçoit qu'on nous a raconté l'histoire, vous avez vu les grandes oubliées de l'histoire, etc. En fait, on nous a aussi raconté l'histoire en occultant les femmes, l'histoire littéraire, mais pas seulement, l'histoire du monde, l'histoire scientifique, même les résistantes. Maintenant, on parle beaucoup des résistantes, mais il n'y avait que les résistants. Enfin, globalement, oui, ça sort. Voilà, heureusement, j'allais dire, il était temps. Ouais. Il était temps, quoi. Voilà. Et donc, évidemment, elles en font partie. Mais vous êtes raccord et en accord? Je suis raccord avec? Vous êtes raccord et en accord avec ce qui se passe aujourd'hui? Oui, mais enfin, j'ai pas attendu qu'il y ait des mouvements MeToo et tout ça pour m'y mettre. Hein. Non, mais quand même, il se passe. Voilà, j'ai l'impression que finalement, enfin, je sais pas moi, quand j'ai lu ce que tout le week-end, j'ai passé le week-end avec vous, j'ai eu le sentiment d'être complètement, voilà, dans quelque chose de très actuel. C'est contemporain, et c'est ça la force de la mythologie. Oui. Elles vont nous raconter des histoires qui nous disent, mais vraiment aujourd'hui, comment réagir. La première déesse, le monde commence avec une identité féminine. C'est Gaïa, c'est pas masculin. Au début, c'est Gaïa, la Terre. Gaïa, la Terre, elle se pose comme ça et elle se retrouve avec un couvercle au-dessus d'elle. C'est Ouranos, son mari. C'est un couvercle, il l'étouffe, il l'écrase, il est collé à elle. Et les enfants qu'ils ont ensemble ne peuvent pas sortir.
il les empêche parce qu'il a peur d'être détrôné. Enfin bon. Et c'est elle qui va armer d'une faucille un de ses enfants, en l'occurrence Chronos, qui va l'émasculer. Chronos va émasculer son père. Et du coup, Ouranos, le couvercle, se détache et va se fixer au-dessus, très loin, pour toujours dans le ciel. Mais c'est déjà la naissance du monde qui commence avec la révolte d'une femme contre l'oppression d'un homme. Voilà. Alors, c'est pas moi qui l'invente, cette histoire. Hein. C'est juste, effectivement, la manière dont peut-être je vous la raconte. D'un seul coup, vous dites « Ah oui ». Voilà. Et puis, il y a tellement d'histoires aujourd'hui dramatiques qui sortent de femmes qui se font martyriser, violenter, écrabouiller par leurs compagnons et qui pourraient s'inspirer de Gaïa ou de Rhea, qui ne laisse pas son dévorateur de mari avaler tous ses enfants et qui finit par en cacher un en le mettant... oui, quand elle se rend compte que... Et quand elle se rend compte, c'est juste après. Hein. Chronos aussi, il fait comme son père. Il ne veut pas être détrôné par ses enfants. Donc alors lui, il fait autrement. Lui, chaque fois qu'il y a un bébé qui arrive, il l'avale. Bah ouais. Bon, quand Rhea s'en aperçoit, elle est assez impuissante au début. Et finalement, elle en cache un sous ses jupes. Elle emmaillote une grosse pierre. Elle dissimule le bébé. Elle lui fait croire, lui, le glouton, il avale la pierre. Et il ne se rend pas compte, en fait. Et avec l'aide de sa mère, avec l'aide de Gaïa, elle exfiltre le bébé et elle va le confier à d'autres femmes quelque part en Crète. Et ce bébé-là, il s'appelle Zeus. Bon, voilà. Donc Zeus, qu'est-ce qui se passe avec lui quand il a grandi? C'est sa mère qui lui donne une potion vomitive et cette potion est administrée à Chronos qui va régurgiter les frères et sœurs et c'est comme ça que les dieux de l'Olympe naissent. Et c'est comme ça qu'on découvre finalement des femmes puissantes. Voilà, et je vous raconte que les 2 premières, hein, on ne va pas y passer la nuit, mais voilà. Mais c'est juste pour dire, effectivement, moi quand je les raconte, je me dis aussi, c'est important parce que peut-être aujourd'hui, il y a des femmes qui ont besoin de sentir et de savoir que elles ont eu avant elles des femmes dont les enfants étaient martyrisés par le compagnon ou elles-mêmes qui étaient étouffées et qui ont trouvé une manière, alors symbolique, hein, je ne dis pas qu'il faut agir de la même manière, mais de se libérer. Ouais. Je veux lire d'ailleurs quelque chose que j'ai retenu. Aphrodite n'est pas une déesse vampe, hein, mais la victime d'un mariage forcé. Pénélope n'est pas l'épouse nunuche et infidèle qu'on a trop souvent présentée, mais la clé de voûte de l'Odyssée. Phèdre est scandaleuse parce qu'elle incarne le désir féminin. Ben, c'est joli quand même quand on relit tout ça. Hein. Clytemnestre pose avec force la question de la place des femmes. Artémis est l'ancêtre donc de l'écoféminisme. Toutes ces animées par un souffle de liberté et une rage de vivre qui résonne avec nos vies d'aujourd'hui. En fait, c'est surtout parce que chacune d'entre elles porte une complexité. Oui. Et qu'on est dans un monde qui souvent nous interdit la complexité aujourd'hui. C'est oui, non, noir-blanc, une seule facette, une identité. On est réductible à une identité. Enfin voilà. Et elles sont toujours beaucoup plus complexes et multiples que ça. Aphrodite, par exemple, j'ai pas vu tout de suite qu'elle était victime d'un mariage forcé. Au début, Aphrodite, c'était une des déesses que j'aimais le moins. La déesse de la tentation, la séduction, les colifichets. Mais on s'attache au dessin aussi. Hein. Comment ? On s'attache aussi au dessin, à la représentation. En tout cas, c'est comme ça que je la voyais aussi, parce qu'elle est assez cruelle avec les autres femmes qui ne veulent pas tomber dans les raies de l'amour. Hein. Donc, déesse de l'amour, de la beauté, bon. Et puis elle s'est trouvée, elle, dans une situation où Zeus a voulu se racheter auprès de son fils Héphaïstos, qui était... il a eu un fils, Héphaïstos, qui était bossu, laid, boiteux, l'enfant pas désiré par excellence. Même Héra, sa femme, a poussé un cri d'horreur quand elle l'a vu. Elle l'avait déjà nommé le brillant, et puis elle se retrouve avec cet enfant pas désiré. Elle le balance par la fenêtre de l'Olympe. C'est hyper violent. Oui, oui. Elle le jette. En bas, il y a une nymphe Thétis qui la récupère, parce qu'il y a toujours quelqu'un quand même pour vous récupérer. Et puis lui devient... le meilleur orfèvre du monde. Et un jour, il va sur l'Olympe parce que Héra veut voir qui est l'orfèvre qui a fait ce magnifique diadème à Thétis. Et il se fait reconnaître pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'on a imaginé qu'il était, qu'il allait devenir. Voilà. Alors Zeus, il lui dit, mon fils avait un peu embêté quand même. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre ? Et lui, le dieu qui est en train de... Il dit, moi je vais épouser Aphrodite. Alors moi, cette histoire, par exemple, je trouvais ça passionnant parce que
c'était une sorte d'incroyable résilience. C'est-à-dire, ah ben voilà, et je m'intéressais au sort de ce pauvre Héphaïstos, mais je n'avais pas vu qu'on n'a pas demandé son avis à Aphrodite. Et là, vous prenez conscience. Et là, j'en prends conscience dans une classe. C'est des petites filles d'une classe. Ah oui. Absolument. Qui lisaient le feuilleton d'Hermès. Et c'est des petites filles qui disent « Eh, mariage forcé !» Et là, je me dis « Oh là là !» Mais je n'avais pas vu. C'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est pas une révélation. Un jour, je me dis « Ah, et on va regarder les déesses. » C'est petit à petit, chaque histoire, en fait, a toujours quelque chose à révéler. Et là, en l'occurrence... mais oui, si Aphrodite devient ce qu'elle est, si elle est cette séductrice vampe et tout ce que vous voulez, elle n'est pas vraiment seulement une vampe, c'est d'abord la victime d'un mariage forcé et qui du coup cherche une manière de réagir à ce qui lui est arrivé. Elles sont en vous, toutes ces figurines, On pourrait se demander finalement si elles, si elles cohabitent avec vous, je ne sais pas. Ouais, je pourrais me poser la question. Je pense qu'elles sont là, oui. Ouais. Elles vous parlent, elles se... Vous allez me prendre pour une folle si je vous dis oui. Mais non, mais parce que quand on lit et quand on vous lit, on a ce sentiment qu'elles sont collées à vous. Oui, c'est pour ça que je veux dans l'histoire que dans la réalité. C'est pour ça que je veux les transmettre, parce que elles ont vraiment des choses enfin, j'ai l'impression qu'elles me disent des choses et parfois je vais faire l'intermédiaire, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont tellement de choses à nous dire pour aujourd'hui qui peuvent nous modifier complètement notre regard. Est-ce qu'elles sont féministes avant l'heure ? Oui, alors bien sûr, moi aussi je suis féministe avant le féminisme. Non, alors vous êtes féministe ? Oui, enfin, il y a plein de sortes de... oui, bien sûr, il y a plein de manières d'être féministe, mais je crois que je le suis depuis longtemps. Hein, moi. Oui, si vous voulez, on va dire qu'elles sont féministes. Oui. Donc c'est pour ça que vous êtes retrouvée toute petite déjà dans cet univers-là aussi. Ça vous a permis de devenir cette femme que vous êtes aujourd'hui. Je pense qu'elles m'ont aidée. Par exemple, moi, je suis très... D'ailleurs, c'est pour ça que j'écris le cri d'Antigone. Je suis très imprégnée d'Antigone. Je ne suis pas la seule. Elle trace un chemin, Antigone. Elle nous dit comment nous positionner, comment résister, comment dire non, comment rester toujours debout. Donc, c'est important. Vous voulez que je lise le cri d'Antigone ? Ouais, je veux bien. Hein ? Allez, faites-moi plaisir. Je l'attends, la ponctuation. Hein. Je l'attends, la ponctuation. Non, c'est pour dire que quand on lit justement ce livre est absolument incroyable. On a envie de le lire à haute voix, donc je suis ravie que vous puissiez vous lire. Sanctuaire de son cri. Je n'en finis pas de prier la tendre et inflexible qui, à ses frères, offrit un nid et déchira en lambeaux ce qu'elle aimait par-dessus tout, la vie. À la vie, elle offrit son cri de démente, le cri de la mendiante, son cri de résistante. Non, jamais. Ne pas renoncer, ne pas. Sous la pierre ensevelie, avant que la terre n'étouffe son cri, elle nous a dit « Debout, restez toujours debout ». J'ai promis d'essayer. Et du plus loin qu'il me souvienne, je hisse sa robe blanche maculée de liberté, phare, étendard, voile déployé pour mes odyssées. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la poésie ? Parce que finalement, vous n'arrêtez pas. C'est quoi la suite ? On en parlera après. Mais comment vous êtes parti dans cette... Alors ça, je le rappelle, ça sort en avril. Hein. Ça sort le 11 avril. Le 11 avril. Hein. Enfin là, vous en avez en avant-première, mais ça sort le 11 avril. Voilà, oui. Donc en librairie le 11 avril, oui. pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, oui, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire comme ça, dans un rythme, hein, j'entends, on a un rythme dans Parce que dans la poésie... D'abord, la poésie, quand ça vient, on ne sait jamais très bien comment ça vient. Quand vous avez un projet de faire un roman ou de faire un essai, vous avez un projet. Et la poésie, elle vient vous chercher. C'est comme une source qui sommeille, et puis à un moment donné, il y a une résurgence. Elle arrive et vous ne savez pas pourquoi. Et vous savez pas, c'est pas toujours le bon moment, j'allais dire. Un des premiers textes de Elles ont surgi d'une vague, c'est le cri d'Antigone. Parce qu'Antigone, ça correspond vraiment à ce que je porte, ma manière d'être, j'espère. Enfin, en tout cas, de résister, de dire non et d'être toujours debout. Voilà. Et c'est venu de cette manière-là, parce que, au fond,
même si vous ne connaissez pas à fond l'histoire d'Antigone, ce n'est pas grave. Vous rencontrez une femme qui a quelque chose à nous dire. On peut se détacher complètement, hein, oui, ça c'est vrai. Hein. Je crois, enfin il me semble. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai mêlé des femmes grecques contemporaines. Peut-être vous vouliez qu'on en parle après. Non, allez-y. Moi, je vous suis. Hein. Je trouve que c'est... Non, ça va avec. Parce que, non, on peut en parler, au contraire. Raconter de cette manière-là, en poésie, c'était donner encore une autre forme de vie à ces femmes qui m'habitent, pour le coup. Et les partager avec l'intensité C'était encore plus que d'habitude les offrir au lecteur. Parce que la poésie, c'est quelque chose... Il y a du blanc dans la page, et le blanc, c'est la place pour le lecteur. Et donc moi, j'ai l'impression, en les rassemblant, ces femmes-là, dans ce livre, c'est de leur rendre un hommage, mais aussi de les offrir au lecteur. Et c'est pour ça que j'y ai mêlé aussi des femmes grecques contemporaines, des femmes d'aujourd'hui que je connais, parce qu'au fond, elles portent en elles cette force grecque, enfin que moi je ressens comme ça, hein, c'est ma manière et cette lumière dont moi je trouve qu'on a vraiment besoin. Et moi je trouve qu'en tant que lectrice, pour le coup, quand j'ai commencé celui-là, je trouvais que celui qui est le nouveau s'enchaîne. Quelque part, on a presque envie de se dire, il faut presque les lire dans la foulée. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, mais j'aurais presque envie de vous dire à vous de faire pareil, parce que je trouve que ça a presque du sens, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est idiot ce que je vous dis, mais... Non, vous avez raison. Les deux étaient en parallèle en même temps. Ah, voilà. Et donc, c'est comme si j'avais un pied avec l'essai, avec les récits de l'Odyssée des femmes. Vous êtes appuyé. Et un pied avec la poésie, oui. Et donc, oui, c'est ce que je me demandais, parce que je me dis, quelque part, on a l'impression c'est presque 1 et 2, quoi. Un tome 1, un tome 2, raconté autrement, avec d'autres questions. Mais surtout, moi, j'ai presque pleuré sur certains poèmes. Ah, mais tant mieux. Je ne sais pas si c'est le but recherché, mais je trouve que c'est extrêmement... Oui, c'est très fort, c'est très puissant. On le lit, puis on commence à lire vite, et puis ça s'accélère, et puis hop, on va s'arrêter, et puis on va marquer une ponctuation, parce que vous ne la livrez, cette ponctuation, dans cette lecture-là. Et je voulais vous dire que moi, personnellement, j'ai été extrêmement emballée par le numéro 2 aussi, quoi. Il y a un numéro 3, je ne sais pas. Il y a un projet de roman graphique. Vous n'arrêtez pas, en fait. Mais pas pour tout de suite. En fait, il y a aussi quelque chose, c'est que je sais que parfois le mot poésie fait peur à certains ou certaines. C'est quelque chose où on a des mauvais souvenirs d'école parfois, ou de récitation, ce qui est encore pire, ou bien d'enseignants qui ont oublié de nous transmettre la vibration du texte, mais nous l'ont fait décortiquer. Enfin, il y a plein de raisons. Ou bien vous êtes tombé sur des poèmes où on ne comprend rien, ce qui veut dire le poète, du coup, on se sent tellement ignorant, stupide, qu'au secours. Enfin voilà, donc il y a toute une série de... C'est pas des préjugés, c'est des préjugés, en fait, des lieux communs qu'on a autour de la poésie. Et moi, je sais aussi que la poésie, au-delà du fait que ça me fait vibrer et ça m'anime profondément, c'est quelque chose qui peut nous raconter des histoires. Mais moi, je suis quoi? Une raconteuse d'histoires. Mais oui, en fait, c'est ça. Donc voilà pourquoi j'ai aussi... quand c'est venu en forme de poème, mais j'étais contente. Après, j'ai construit le recueil pour qu'il y ait un chemin, évidemment, et qu'on voit les liens qui se tissent entre toutes ces femmes-là, celles d'hier et celles d'aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement, vous devez être très bien accueillis dans les écoles, quand il faut lire un peu et présenter cette mythologie avec vos mots à vous. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que les ados sont intéressés, ils se rendent compte aujourd'hui de la place de ces femmes dans la mythologie grecque? Les ados, les adolescents, ouais. Ah bah ceux que je croise, oui. Ouais. En fait, mais est-ce qu'ils prennent conscience de la force des femmes? Ah oui. Oui, aujourd'hui. D'accord. Ah oui. Oui. Et puis même par exemple, j'étais surprise l'autre jour, je suis allée, j'étais invitée à faire une conférence à l'université, dans une université à Nancy. Un soir de semaine, je me suis dit, bon... et en fait, l'amphi était plein. Alors, il n'y avait pas que des filles, il y avait des étudiants. Et les questions qu'ils posaient, c'était des questions... c'est comme s'ils avaient compris mon idée qui est de dire... ces femmes-là vont vous aider à trouver une clé pour votre vie. Alors, il y avait des débats passionnés. Oui, mais quand même, Pandore. Oui, mais... etc. Enfin, c'était... alors Circé, qu'est-ce que vous en pensez? Et, comme si
Comme si on pouvait justement éternellement continuer à interroger ces femmes. Oui, parce qu'en fait, on vous a transmis et vous transmettez. Voilà. Mais ça... Vous avez une mission? Je sais pas. On va se demander. Je sais pas si j'ai une mission. C'est joli d'avoir une mission. Oui, alors c'est l'Olympe qui m'a chargée. Des fois, quand les plus jeunes me disent mais madame, vous y êtes allée sur l'Olympe? Je dis oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais l'intermédiaire. Parce que Hermès est en vacances. Vous avez mis longtemps à écrire ces poèmes? Le recueil a mis quelques années, oui, à mûrir. Oui. Ah oui, donc c'est vraiment quelque chose que vous avez... Les poèmes les plus récents sont les poèmes sur les femmes grecques d'aujourd'hui, sur mes voisines. Mais les autres, ils ont fait leur petit chemin. Vous vivez en Crète? Je vis la moitié de l'année en Crète. C'est un choix de hasard? C'est un choix de... Je sais pas, c'est un choix? Ah oui, bien sûr. C'est une volonté? Vous vouliez vivre là-bas, pourquoi? Pour vous rapprocher justement de cet univers? De ce monde? En fait... cette légende? En fait, la Crète, la Grèce, c'est elle qui m'a choisi autant que je l'ai choisi, je pense. Mais les gens sur place, ils sont tous habités, plus ou moins sans le savoir d'ailleurs, des fois ils le savent, des fois pas, mais ils sont tous habités par les dieux. Derrière chaque arbre, vous avez une dryade là-bas. Et la force et la puissance que moi je trouve dans ces héroïnes et dans ces déesses, la manière d'affronter la vie en se battant et en regardant en face, je trouve qu'elle est présente chez les gens très profondément là-bas. Et puis il y a 2-3 choses qui me touchent infiniment, comme par exemple l'hospitalité. C'est la valeur première dans l'Antiquité. Plus que tout, vous allez aller au paradis, aux Champs-Élysées, si vous avez été hospitalier. Plus que brave au combat, plus que c'est l'hospitalité, c'est la valeur suprême. Et quand vous manquez d'hospitalité, quand vous avez... Attention, parce que quand vous refermez la porte à quelqu'un qui frappe à votre porte, il peut y avoir un dieu caché derrière lui. Voire ça peut être un dieu déguisé. Ou une déesse, bien sûr. Et hein, oui, mais c'est vrai. Et du coup, c'est quelque chose qu'on sent vraiment là-bas. Vous avez quand même besoin de vivre avec tous ces mythes, hein? Oui. C'est marrant, ça. Mais au fond, quand quelqu'un vous ouvre la porte en grand comme ils le font là-bas, ils se comportent comme les Grecs de l'Antiquité. Et en plus, sur mon île, les femmes, elles portent beaucoup. Elles sont pas dans la plainte, elles sont dans la lutte. Et vous vous sentez très femme là-bas? Oui, j'aime bien cette manière d'être femme. Oui. C'est quoi cette manière d'être femme? D'être femme comment alors? Mais quelle femme vous êtes? Quelle question. Pas si simple. Êtes-vous une déesse? Ah non. Déjà, elles sont immortelles. Je vous rappelle que je ne le suis pas. Vous n'en savez rien. Non, je ne suis pas du tout une déesse parce que je pense que... Mais quelle femme je suis? Elle au pluriel. Comment? Elle au pluriel. Elle avec un S, vous êtes plusieurs. Oui, voilà, j'ai 2 ailes. Muriel a 2 ailes. Donc déjà, on est au moins 2. Non, je suis un peu de toutes celles-là. Courageuse, si on donnait des qualificatifs. On s'amuse un peu. De parler de soi. Hein. Oui, c'est ça. Courageuse, révoltée, engagée. Oui, bien sûr, engagée. Mais engagée parce que pour moi, la libre. Alors ça, infiniment libre. Mais humaine. En fait, ce qui m'intéresse dans la transmission, c'est ça. On est dans un monde qui ne va pas si bien que ça. On est dans un monde qui a des pertes de repères. À quoi je peux servir, moi, avec mes histoires, avec mes poèmes? C'est remettre un peu d'humanité. C'est permettre cette chose qu'on appelle l'empathie, qui est de se mettre à la place d'eux. Et j'ai l'impression d'œuvrer, du coup, quel que soit le livre que j'écris, à cette chose-là. C'est-à-dire mettre un peu de beauté, peut-être, mais surtout... je suis une tisseuse, au fond. Je suis une tisseuse de fil. Voilà. Quel genre de femme? Voilà, je tisse. C'est joli, ça. Oui, vous tissez plein de choses, en fait. Oui. Vous essayez de faire en sorte qu'elles puissent s'accorder. Oui. Tous ces fils-là. Ça fait du lien. Ça tricote. Ça tricote et j'espère faire du lien. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message, finalement, aujourd'hui? Parce que c'est vrai que je reviens un petit peu à cette actualité de femmes aujourd'hui qui est extrêmement importante et qui fait la une tous les jours.
je dirais, dans le bien, dans le mal, beaucoup dans le mal quand même. Hein. On parle beaucoup d'elle, on les met beaucoup effectivement en avant. Oui, comment vous voyez l'avenir de ces femmes aujourd'hui, de leur position avec votre mythologie ou sans d'ailleurs, hein? Est-ce qu'elles vont triompher finalement? Moi, je pense, ça dépend de quelle femme on parle et de quel endroit du monde. Moi, je crois que nous, ici, on est en train de basculer vers quelque chose. Alors, c'est pas gagné, hein, mais il y a des paroles qu'on ne peut plus prononcer, des actes qu'on ne peut plus faire sans que, heureusement, ils soient répréhensibles, puisqu'ils le sont et condamnés. Il y a des réflexions, notamment dans les écoles, dans les lycées, filles, garçons, c'est plus du tout comme avant. Donc, on avance. C'est pas gagné. Par contre, je suis beaucoup plus inquiète et beaucoup plus admirative aussi des femmes en Iran, des femmes en Afghanistan, des femmes en Syrie, de toutes ces femmes à qui, elles, on n'a vraiment, vraiment pas ouvert la porte au contraire, qui sont sous le joug et qui malgré tout résistent. Alors, c'est à elles que je pense surtout. Voilà. Oui, puis vous êtes très intéressé par ce passage de l'adolescence à l'adulte, hein, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous parle beaucoup. Oui, d'abord Artémis, elle est chargée de ça, voilà. d'accompagner les adolescents jusqu'à l'âge adulte, et aussi quelles paroles nous, on porte. Parce que nous, j'allais dire les vieux, en tout cas les adultes, quelles paroles on fait, qu'est-ce qu'on va dire et transmettre qui va donner aux jeunes, aux enfants, l'envie de grandir dans ce monde-là. On a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer, et comment leur dire que ça doit être différent, qu'on ne peut pas accepter les violences faites aux femmes, qu'on ne peut pas laisser les femmes être discriminées comme elles l'ont tellement été depuis des siècles, et comment on peut oublier le nom des femmes importantes alors qu'on ne parle que des hommes. Comment faire pour faire la place aux femmes? On a besoin de tout le monde. On a besoin des garçons et des filles, bien sûr. Et donc ça, par contre, quelque chose bouge. Enfin, moi, je suis toujours optimiste. Quelque chose bouge, heureusement, dans la gravité et dans l'horreur de choses comme le procès Pellico ou autre. Donc ça, c'est des horreurs. Mais quelque chose bouge et devrait sortir de meilleur. Mais de meilleur chez nous. C'est pas gagné dans beaucoup de parties du monde. Oui, mais est-ce qu'on peut être femme sans être forcément féministe? Comment? Est-ce qu'on peut être femme sans être forcément féministe? Oh, mais il ne faut pas s'accrocher à un mot. Voilà, à un titre. Il y a plein de manières d'être féministe. Oui, moi je le suis, mais je ne vous oblige pas à l'être. Non, moi je ne le suis pas. Comment? Ah, Tsipora, bien sûr. Bah, carrément. Tsipora, c'est la femme de Moshe, c'est la femme de Moïse. Et si madame parle de Tsipora, c'est parce que j'ai écrit le feuilleton de Tsipora. Et j'ai en fait pris la Bible exactement de la même manière que les mythes, c'est-à-dire que c'est un texte qui sert de foi à plusieurs religions, mais moi, la foi, c'est pas mon sujet. Par contre, les histoires à raconter sont des histoires qui, là aussi, nous parlent. Et les femmes de la Bible, on les a pas beaucoup racontées. Et pourtant, elles ont vraiment des points communs avec les femmes de Elles ont surgi d'une vague et de l'Odyssée des femmes. Donc, Tsipora, c'est quelqu'un, plus couple mixte, c'est quelqu'un qui est allé demander à Yahvé des comptes sur son manque d'empathie, qui est allé demander à Yahvé comment c'est possible que le monde tourne comme il tourne. Donc oui, elle cherche sa place, elle a pris sa place. Il faut avoir le courage de dire non. Absolument. Ça, c'est ce qui est sûrement très, très important aussi. Ça, c'est quelque chose que vous aimez bien aussi rappeler. J'ai créé une collection que je dirige Actes Sud depuis 18 ans, qui s'appelle Ceux qui ont dit non. Et dans ceux qui ont dit non, il y a celles qui ont dit non, bien sûr. Mais pas que, voilà, ensemble. Dire non à ce qui nous paraît inacceptable, à nos valeurs, défendre nos valeurs, les droits humains, tout simplement. Et quand on dit non aux discriminations, non à la violence, non à la guerre, non au racisme et tous les sujets qui nous préoccupent, on a raison de le faire et de mettre en valeur des hommes et des femmes qui ont eu le courage de le faire. Quand d'autres se taisaient ou disaient oui, courber les chines. Après, à quoi ça sert tout ça, au fond, à part d'éveiller des consciences, peut-être, oui. Quels que soient nos âges, et aussi, à partir du moment où vous êtes mis à la place de quelqu'un que vous n'êtes pas, vous ne pouvez plus réagir de la même manière. Oui. Je crois que c'est complètement... Par exemple, quand j'ai écrit Eleftheria, on en parlait tout à l'heure, Eleftheria, ça veut dire liberté en grec. C'est un
C'est un roman qui raconte quoi? C'est un roman qui se passe en Crète dans les années 39-45. Les personnages sont beaucoup des jeunes femmes. Il y a quelques jeunes hommes. Et il leur arrive quelque chose d'assez terrible. Il y a l'invasion aéroportée des nazis sur leur île. Donc d'un seul coup, au sens propre, hein, elles se prennent les nazis sur la figure. Elles sont très jeunes. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? En fait, on a la liberté. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trahir, on peut résister, on peut se cacher, on peut s'enfuir, on peut faire comme si ça n'existait pas. En fait, on a toute la possibilité des réactions. Donc là, avec le roman, qui raconte aussi la tragique disparition de la communauté juive de Crète, puisqu'il n'y a plus un seul juif sur cette île, à la suite de ce que je raconte dans le roman, eh bien, la question, c'est quelque chose qui parle pour nous, encore une fois. À quoi ça sert de raconter cette histoire? De nous mettre à la place de ces personnes et de se dire, au fond, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Et ça sert à quoi? C'est qu'est-ce que je ferais? Oui, en fait, vous faites en sorte qu'il y ait une identification, qu'on puisse aussi se poser voilà. Et c'est cette pareil, pour moi, question-là. ça peut paraître très loin quand je vous parle d'Eleftheria par rapport à l'Odyssée des femmes où elles ont surgi d'une vague, mais pour moi, c'est le même c'est le même mouvement d'écriture. C'est la même démarche, c'est-à-dire faire découvrir quelque chose et vous mettre à la place de ces personnages-là, de ces héros, de ces héroïnes, en vous disant qu'est-ce que je ferais? De toute façon, ces héroïnes, elles doivent exister non-stop avec vous. Il va falloir continuer à l'écrire sur elles, non? Oui. Ça vous anime, en fait. Oui, mais si j'avais fini, je m'arrêterais, j'irais cultiver mon jardin. Mais il y en a encore beaucoup qui ont encore beaucoup de choses à nous dire. Et alors, les hommes dans tout ça? Les hommes? Comment ils accueillent Comment ils accueillent ils accueillent vos livres Mais plutôt bien. Les papas Alors, les papas, c'est par rapport aux feuilletons. Les papas, ils aiment énormément les feuilletons parce que ce qu'ils vous vont aussi, vous adorez les feuilletons. Comment? Vous aussi, vous aimez les feuilletons. Oui, je parle de mes feuilletons sans épisode. Oui, je sais. Et évidemment, mais il n'y a pas de mauvaise réaction, en réalité. Les hommes qui s'intéressent à la mythologie sont contents de découvrir ça. Quand on leur dit quel est le plus grand héros, quelles sont les valeurs des plus grands héros d'Homère? C'est quoi un héros homérique? C'est d'abord un homme qui pleure. Moi, je trouve toujours intéressant de raconter ça. Mais c'est hyper important. Achille, le grand héros de la guerre de Troie, il pleure tout le temps dans l'Iliade. Il fait que ça, pleurer. Il pleure quand on lui enlève Patrocle. Il pleure quand on lui enlève... Il faut leur dire que les hommes ont le droit de pleurer, en fait. Mais voilà. Donc, en fait, raconter ça de cette manière, mais les hommes aussi sont très contents qu'on le raconte. Tant mieux. Tant mieux. C'est ensemble qu'on fait avancer les choses. Mais quand vous êtes avec des groupes d'ados comme ça, donc forcément des groupes mixtes, vous avez beaucoup de questions justement entre ces jeunes garçons et jeunes filles? Oui. Ça doit être intéressant de voir justement. C'est très intéressant. Oui, ça doit être extrêmement... C'est bien de voir, ça ne les laisse jamais indifférents. Mais je ne sais pas qui la mythologie peut laisser indifférents. Ça peut déclencher même peut-être des débats entre eux. Ça déclenche des discussions, c'est sûr. C'est sûr. Ça c'est clair. Parce que pour le coup, les lycéennes, aujourd'hui, elles sont quand même un petit peu plus... Oui, mais par exemple, il y a un regard aujourd'hui qui est très négatif sur Zeus. Oui. Parce que Zeus est un lâche. Et finalement, pourquoi c'est un lâche. Il passe son temps à aller séduire, voire plus, des filles qui n'y ont rien demandé. Et ensuite, elle se retrouve persécutée par Héra, sa femme. Et Zeus, il fait quoi? Voilà. Je peux vous dire que ça passe pas trop. Ça descend là. Ça passe pas trop. Il est plus tellement aimé. Voilà. Et comment ils réagissent? Alors, ils vous accompagnent complètement dans ce débat-là. Finalement, oui, je pense qu'à la maison, ça doit discuter aussi. En fait, c'est un petit peu ça le travail que vous faites aussi. J'imagine. Moi, j'ai vu qu'il y avait des enfants là. C'est des passionnés. Voilà. Oui, les enfants posent des questions très importantes. Si vous voulez interroger, si vous voulez poser des questions, hein, non? Dès le plus jeune âge. Je me souviens par exemple très bien quand je disais que ça pouvait commencer dès la maternelle,
Vous savez, les adultes, ils se disent « Oh, mais non, soyons sérieux, quoi. » Voilà, soyons sérieux. Moi, je prends les enfants au sérieux et j'écris la même chose de la même manière pour les uns et les autres. Et je me souviens d'une petite fille de 4 ans qui est venue me dire « J'ai une question. » Alors, ils commencent souvent comme ça, les tout petits. Elle me dit « J'ai une question. » Elle n'était pas obligée, Phèdre. Non, il n'était pas obligé de t'aiser de la croire, Phèdre. Et mais oui, tu as raison. Qu'est-ce que tu en penses? Et nous avons discuté sur qu'est-ce que c'est que croire et faire confiance. C'est ça qui intéresse les enfants. Oui, il y a toutes et ces les valeurs adultes. qui ressortent en fait. Ouais, Mais c'est ce que vous faites dans votre livre, vous allez nous mettre comme ça des gros titres. Oui, dans votre livre, moi j'ai trouvé intéressant la façon dont vous le faisiez. Ah oui, parce de que sortir vous nous mettez, des passages. Oui. Oui, à chaque fois qu'on sort comme ça, on a des gros titres, par exemple. Voilà. Oui, de Héra à Médée, femme trompée, trahie, salie, utilisée, les blessés de l'amour ne se soumettent pas. Ça, c'est votre côté journaliste qui ressort, non? Oui, c'est une accroche. C'est une accroche, c'est une façon de nous présenter, de faire passer aussi des messages. Vous aimeriez nous lire encore un petit poème? Moi, j'aimerais bien. Lequel voulez-vous? Eh ben, moi, j'avais mis des petites. Je fais toujours des petites croix. Celle qui dit non. Hein? Voilà. Celle qui dit non. Fuir. Fuir à toutes jambes. Fuir à perdre haleine. Non, je ne veux pas. Mes cheveux s'en mêlent au branchage, les épines griffent mes joues, lacèrent mes habits. Il se rapproche, courir, fuir. J'entends son souffle rauque, je sens son haleine sur ma nuque. Accélère, accélère. J'ai dit non, il s'en moque. Cœur en vrac, cœur qui va exploser. Tapis de feuilles glissant, je trébuche, il est déjà sur moi. Je crie, je hurle, non, je ne veux pas. Il avait dit, je t'en supplie Daphné, dis-moi oui, toutes les femmes sont à mes pieds, mais c'est toi que je veux, toi. J'étais restée silencieuse, immobile, tremblante de peur. Lui qui a tous les pouvoirs, moi qui n'en possède aucun. Il a cru que j'acceptais, s'est approché, a voulu m'embrasser, a saisi mon poignet, me suis affolée, prise au piège, me suis débattue, il a serré plus fort. Non, j'ai hurlé. Surpris, Apollon m'a lâché. J'ai couru dans le bois, biche traquée, lui à mes trousses, moi aux abois. Maintenant, il me tient, me tord, ses doigts m'agrippent, me fouillent, je hurle encore. Non! Je sens mes orteils s'enfoncer dans la terre. Mes bras s'allongent, branches tendues vers le ciel. Mon corps se couvre d'une écorce rugueuse. Il s'écorche les doigts à ma peau devenue bois. Sa lèvre saigne d'avoir mordu mon feuillage. Il n'a plus rien à caresser, plus rien à posséder. Il a perdu. Il est vaincu. Je n'ai plus de tête, plus de mains, plus de pieds. J'ai ramure souple et ferme. J'ai racines fortes et profondes. J'ai verdure luisante et odorante. Je suis laurier qui jamais ne sera possédé contre son gré. Je suis devenu arbre de la résistance. Magnifique, hein? Ce texte est très, très, très fort. Vous avez presque les larmes aux yeux en le lisant. On sent que... Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup parlé. Voilà. Muriel Zac, elles ont surgi d'une vague aux éditions Bruno Doucet. On peut en faire un autre si vous voulez, c'est vous qui le choisissez, avant de finir. La fin est heureuse, hein? Un que vous aimez tout particulièrement ou peut-être. Vous voulez que je reste sur les mythologies ou... Comme vous voulez. Oui, si vous voulez. Si on a un qui... Oui, allez, Artémis. Allez, je vais prendre Rebelle Artémis, oui. Pour Emmanuel, qui est très Artémis. Oui, moi je suis très Artémis. C'est la première fois. Il faut toujours une première fois. Elle entre, gorge nouée, se retourne, regarde au loin. Il est encore temps de s'enfuir, de regagner l'ombre des sous-bois, sa tanière, sa vie de sauvageonne. Elle ferme un instant les yeux, se souvient d'une autre première fois. Sa première longue course à travers bois, la poursuite de la biche aux cornes d'or. Elle avait couru à perdre haleine, chêne, frêne et puis les pins. Des branches giflaient son visage, son cœur battait à tout rompre, son souffle était régulier, ses jambes la portaient presque sans effort. Froissement de feuilles, senteur de résine et de citronnelle, exaltation, fièvre, passion, et cette envie de crier, impétueuse, irrésistible, une joie sauvage coulait en elle. Ce jour-là, elle cria le rouge des baies d'arbousier et les aiguilles du sapin bleu. Elle cria l'odeur de la mousse et le chant de l'alouette. Elle cria les yeux du lièvre craintif et le pelage doré des biches. Elle cria le vol majestueux de l'aigle
et l'ombre du grand chêne. Elle cria les gifles du vent et le souffle de la liberté. À la pointe de son cri, elle, sentinelle de la nature, pour la première fois ce jour-là. Et puis, il y eut sa bande de filles, Callisto, Atalante, Polyphonté et toutes les autres. Courir, chasser, folâtrer, rire à ne plus pouvoir s'arrêter. Explorer les lieux secrets de la forêt, là où les garçons n'ont jamais accès. Vivre de nature, vivre de soleil, pétales, plumes, mousse, herbes froissées et le chant du rossignol au crépuscule, à l'heure où les animaux viennent au torrent apprivoiser la nuit. Elle avait rêvé que cela ne s'arrête jamais. Mais les dieux s'en étaient mêlés. Son père, sa belle-mère, sa tante avaient tout gâché. Maintenant, ils veulent la faire plier. Elle rouvre les yeux, aspire une grande bouffée d'air, attise le brasier de sa colère. Violente poussée, la porte claque, elle est entrée. Elle les toise, les jauge, les torpille du regard, assis en arc de cercle autour de lui, son foudre au poing, le grand conseil de famille, tous ces dieux, tous ces vieux qui veulent lui dire comment vivre, comment être une fille, lui imposer leurs lois, leurs vices, leurs caprices. Non, elle ne se laissera pas dompter. Écoutez mon cri. Je suis Artémis. J'ai choisi de vivre sans contrainte dans les forêts. Je suis entourée de compagnes qui ont fait le même choix que le mien. Nos toilettes nous intéressent moins que courir les bois. Au bavardage, nous préférons le silence des grands espaces. Nous n'aimons ni les intrigues amoureuses, ni les jeux de séduction. En un mot, nous ne sommes pas au service d'Aphrodite. Et pourtant, nous sommes toutes des femmes comme elle. Voilà ce que vous n'acceptez pas, vous, les dieux de l'Olympe. Vous jouez avec la vie des autres, vous séduisez, trompez, jetez, vous complotez, trahissez, punissez. Les murs de ce palais étincellent, mais vos pierreries ne sont que verroteries. À vos couronnes en toque, je préfère l'or du ver luisant. Oubliez-moi, je ne veux plus faire partie de votre famille. Seulement voilà, ça ne se décide pas, on ne les choisit pas, on les subit, on leur résiste. Malgré tout, c'est notre clan. Alors on veut qu'ils nous acceptent tels que l'on est. Ce soir-là, Artémis resta au palais de son père. Les muses jouèrent à l'unisson, trompettes, cors, clochettes, viols. Une grande douceur l'envahit. La déesse de la nature ferma les yeux. Un chant montait en elle, le chant des plaines et des montagnes, le chant des ruisseaux et des torrents, le chant des arbres et des bosquets, le chant de la terre et des futaies, impétueux, irrésistible. Alors Artémis se mit à chanter. Elle chanta comme on se jette parfois à l'eau sans être sûr de savoir nager, mais parce qu'on ne peut plus reculer, parce qu'on a quelque chose à accomplir qui dépasse la peur. Sa voix grave s'éleva, limpide et chaude. Elle portait en elle la vibration des saisons, les trilles des alouettes au printemps, le cri des cigales de l'été, le frémissement des sous-bois en automne, le craquement du manteau d'aiguille de pin de l'hiver. Son chant abritait la pâleur de la lune et sa douceur aussi. Elle chanta la longue errance de l'étau à la recherche d'une terre où s'abriter et son courage lorsqu'elle mit ses enfants au monde. Elle chanta la vaillance de sa mère et sa solitude aussi. Et puis tout en chantant, Artémis commença à danser, une danse où se mêlaient lentes ondulations et cascades nerveuses, balancement des bras, virevoltes soudaines, claquements de mains et envolées de talons. Tout son corps frémissait comme une houle. Chacun restait suspendu à la grâce de ses gestes. La déesse, habitée par ce chant et cette danse, ne cessait plus de tournoyer. Elle était libre, libre de ses choix, libre de ses mouvements, libre. Et jamais personne, plus jamais personne n'entraverait son corps, ne lui imposerait sa loi, libre de ses amours, de ses engagements et de ses racines. Longtemps, bien longtemps après, ses pas la conduisirent pour la première fois là où elle devait aller, là où l'attendait son double, Britomartis, la Crétoise. Un village de pêcheurs, une crique, une fête sur la plage, luth, sitar, flûte et tambourin. Une jeune fille, bandeau rouge noué sur sa chevelure, chante et danse. Sa voix puissante et grave porte la fierté de son peuple, la beauté de son île, la chaleur de l'été. Ici, la musique est terre d'hospitalité et de résistance. Les pieds de la jeune femme dessinent sur le sable des pas mystérieux et envoûtants, traces de feu et de joie. Artémis la regarde et se souvient des paroles du vieux centaure. L'homme a 2 pieds, parce qu'en réalité, il a 2 racines. La première s'enfonce profondément dans le sol où il est né. Rien ne peut jamais la déraciner. L'autre se fixe là où il a choisi de vivre. Plus lente à se faufiler dans la terre, elle peut s'accrocher à jamais elle aussi. Et il a 2 bras pour les tendre vers les étoiles, qu'il verra partout où il sera, tant qu'il sera vivant.
Sa première racine à elle était accrochée sur l'île de Délos. Elle avait planté à jamais sa deuxième racine sur les flancs du mont Pélion. Mais ce soir, sur cette plage, à l'ombre de ces montagnes, une troisième racine vient de lui pousser. Une racine fichée pour toujours en terre crétoise. Artémis se lève lentement et se met, elle aussi, à danser sur les étoiles. Vous n'avez pas envie d'en inventer quelques-unes? J'ai presque envie de finir là-dessus. Non, il n'y a pas des... Vous pourriez nous inventer une petite mythologie, rien qu'à vous. Quelques nouveaux personnages? Il y a des personnages dans ce livre qui sont des personnages imaginaires qui sortent de mes romans. Il y a 2 femmes qui viennent de Eleftheria, à qui je voulais rendre hommage. Même, elles sont nées inspirées par 2 femmes qui ont vraiment existé. L'une d'entre elles, c'est une jeune crétoise qui a sauvé la vie d'un enfant juif en se faisant passer pour sa mère. Et l'autre, c'est une jeune crétoise juive qui aurait pu s'échapper et qui ne s'est pas échappée, qui a choisi de rester avec les autres et de mourir avec les autres. Ces 2 femmes-là, Ariadne et Rebecca, c'est ma petite mythologie à moi. Voilà, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Muriel Zac. C'est un bonheur. Eh bien, encore merci d'avoir éveillé nos consciences. Lorsque vous avez fait votre deuxième lecture, vous auriez dit « il » à la place de « elle ». Je me sentais parfaitement concerné. C'est-à-dire que la plupart des mythes, ils ont été écrits par des hommes. Donc, ils avaient conscience d'un état d'être. Et on est conditionné quand même. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on me disait « un homme, ça ne pleure pas ». Ouais, voilà. D'accord ? Donc, on nous donne une mission, quelque part. Quand vous parliez de couvercle, je me sentais protecteur. Vous voyez, je ne me sentais pas bloqué. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup travailler sur la violence humaine. Essayer d'améliorer notre humanité, mais sans faire un conflit homme-femme. Il existe des inégalités, c'est clair. Mais on en est à un niveau où il ne faut pas que ce soit l'homme ou la femme contre l'autre. Il faut que ça soit ensemble d'essayer de juguler la violence humaine. Voilà, je ne sais pas, qu'en pensez-vous ? Moi, je pensais bien, tout à fait. Oui, mais je pense que d'ailleurs, les héroïnes et les déesses de l'Antiquité, elles n'étaient pas contre les hommes, c'était ensemble. Bon, les hommes, vous pleurez maintenant. Je ne vous vois pas, pardon. Alors, nous, on est venus avec nos enfants, mais on est venus aussi en tant qu'enseignante. Donc, on travaille dans un collège. Et depuis 12 ans, on a créé un dispositif avec Serge Boimard qui préface vos 2 premiers feuilletons, je crois. Comment ? Qui préface les 4 feuilletons mythologie. Les 4, je me souviens. Serge Boimard. Voilà. Et donc, tous les jours, on fait une lecture et on se sert de vos feuilletons. Et donc, on fait la lecture du feuilleton, on fait un débat. Et après, une trace écrite. Et effectivement, on tourne beaucoup autour de ces grands sujets, de ces grands questionnements, et beaucoup sur la violence, la relation fille-garçon. Et ça éveille énormément de questions. Alors là, j'ai ma fille de 7 ans qui est très éveillée aussi par ces questions, puis les enfants de mon ami aussi. Mais nos élèves au collège se nourrissent de vos feuilletons. Alors merci beaucoup. Merci à vous. Le travail des enseignantes et enseignants qui font ce qu'on appelle donc la médiation culturelle, puisque ce que Serge Boimard, le psychopédagogue, a proposé, c'est ça. Chaque fois que je le rencontre, je dis merci aussi. Tous les jours un épisode, quelle que soit la discipline, c'est ça. Vous êtes vraiment en vraie médiation culturelle. Ouais. C'est-à-dire que c'est toutes les 6e chez vous ? Toutes les classes. Oh, mais celui-là, je ne le connais même pas. Voilà. Il y a quelques collèges où je suis allée comme ça. Et en fait, ce qui est aussi formidable, je pense que chez vous c'est pareil, c'est que ce n'est pas réservé aux professeurs de lettres. C'est que les élèves, le matin, quel que soit le professeur, même si c'est celui d'éducation physique ou de SVT, commence par la lecture d'un épisode, d'un des feuilletons. Et en fait, ça entraîne quelque chose de magique, qui est
effectivement, ce que vous faites, le questionnement, la reformulation, mais le questionnement, et après, ça aide à travailler tout le reste de la journée. Et je l'ai vu à Nantes, je l'ai vu en Alsace. Ah non, c'est pas que ça libère seulement, c'est que ça apprend à écouter, à penser, à débattre. Ça déclenche. C'est tous les outils dont on a besoin pour apprendre à comprendre et apprendre à apprendre. C'est ça, en fait. Donc, en plus, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. C'est de la pédagogie. En fait, les élèves arrivent à sortir d'eux-mêmes des problématiques au bout de quelques mois. Donc, ils sont capables de se demander si parfois la violence est acceptable, par exemple. Et il y a un débat qui s'instaure dans la classe. Donc, il y a certains enfants qui vont accepter ou parler de la violence ou la légitimer. Et parfois, c'est dur ce qu'ils disent. Et d'autres enfants qui vont, au contraire... Surtout si elles sont victimes. Oui, parler de ça, de ce qui les fait souffrir dans cette violence-là, par exemple. Enfin, c'est un moment où les enfants apprennent à parler, à mettre des mots sur leurs ressentis. C'est une des choses que Serge Boimard oui, c'est ce que je dis, ça bat les masques, quoi. C'est part, ça libère la parole, ça construit la pensée. Le mot, c'est la pensée, ou la pensée, c'est le mot. Enfin, en tout cas, ça va ensemble. Oui, les mots, les thèmes, puis qui sont encore une fois les gros titres d'aujourd'hui, quoi. Oui. C'est dans votre collège qu'il y avait eu les fameuses vidéos ou pas? Oui, d'accord. Je suis en train de replacer parce que je me disais, vous m'aviez envoyé. C'est pas peut-être vous d'ailleurs. Bon, ben voilà. Merci Isabelle de me permettre de les rencontrer. Des vidéos extraordinaires que vos troisièmes avaient faites avec le labyrinthe. Il y avait des sixièmes. C'était fabuleux. Donc vous continuez. Merci. Ouais, ça c'est la transmission. Il y a une question, je crois. Vas-y. C'est quoi votre prochain épisode de déesse ou dieu de votre prochain feuilleton? Ah là là, alors pour l'instant, tu sais qu'à chaque fois que je termine un feuilleton, je sais pas, j'ai fait le feuilleton des Jeux d'Olympie en 14 épisodes, tu l'as vu celui-là? Bon, donc en attendant, tu peux lire le feuilleton des Jeux d'Olympie, il n'y a que 14 épisodes. Mais pour l'instant, je n'ai pas mis en route un nouveau feuilleton, même si... certainement, il y en aura un autre. Parce que je suis en train de faire un roman, tu vois, j'écris aussi pour les adultes et j'écris un roman sur la guerre civile. Donc quand j'aurai fini le roman sur la guerre civile, je pense que je ferai un feuilleton. Voilà. Donc très très bientôt. Allez, mademoiselle. Pourquoi j'ai fait Hermès en premier? Mais tu dois avoir une idée, toi, puisque tu l'as lu. Il faudrait lui donner le micro, que cette jeune fille nous explique. Pardon. Bon, si c'est un timide, je vais répondre à ta place, c'est pas grave, hein, mais je t'ai répondu. Tu sais très bien qu'Hermès, c'est le messager des dieux, puisque tu l'as lu. Il porte les messages des dieux aux hommes, et surtout, il est doté d'une telle curiosité qu'en fait, il veut tout savoir de comment le monde est né, de comment les choses sont arrivées. Il veut aussi, voilà. Et donc, du coup, j'ai choisi lui en premier parce que ça me permettait de raconter la naissance du monde, des hommes, des dieux. Et après, une fois que tu as déjà vu ça, tu rentres mieux dans les autres. C'est plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le lire en premier. Et il a une curiosité insatiable, Hermès. Donc moi, j'aime bien ça. On a une dernière question. On aura 2 questions encore. D'accord. Bonsoir. Déjà, première chose, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur. Dernièrement, j'ai lu dans une revue qui s'appelle Les Glorieuses, qui est diffusée sur Internet, que sociologiquement ou neurologiquement, lorsqu'on s'attache trop à défendre un seul groupe, lorsqu'on est trop empathique avec un seul groupe de personnes, on perd son empathie pour les autres. Donc effectivement, il faut faire attention à ne pas défendre une seule cause et être juste. Je vous avais dit que vous êtes extrêmement libre. Ça fait extrêmement battre mon cœur. Donc ma question c'est quelle est cette expérience de pouvoir dire aussi librement je suis extrêmement libre? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé? Est-ce que c'est une rage ou est-ce que c'est un souffle de bonheur? Voilà, je suis curieuse.
Je pense que déjà, je suis née dans la bonne époque. C'est-à-dire, nos mères, enfin, ma mère a fait 68. Donc, nos mères avaient déjà, j'allais dire, gagné des choses pour nous. Je n'avais pas à me battre sur des terrains où d'autres avaient... Il ne faut pas oublier quand même ça. La pilule, c'est 1967, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très historienne, mais voilà. Donc, moi, je suis née en 1964. Donc, le boulot... Il y avait une partie du boulot sur certains sujets qui avait déjà été fait. Donc moi, je crois que c'est important. Ensuite, j'ai jamais eu l'impression, ça peut vous paraître très bizarre, mais le fait d'être une femme ne m'a jamais empêché quoi que ce soit dans ma vie professionnelle, alors qu'il y a tellement de gens à qui ça arrive. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours autorisée à partir, par exemple, d'un travail où je n'étais pas bien, à claquer une porte quand il fallait claquer une porte parce qu'on voulait me faire accepter des choses pas acceptables. Je ne donne pas ça à un modèle. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc que j'ai à l'intérieur de moi et quand c'est non, c'est non. Et je ne sais pas d'où ça vient, peut-être par simplement l'idée que je ne peux pas vivre en acceptant des compromis qui sont des compromissions. Mais je ne l'ai jamais pris, j'ai jamais été menacée. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais référence et allusion, par exemple, aux femmes iraniennes, aux femmes afghanes. C'est qu'elles, quand elles vont chercher leur liberté, elles risquent leur vie. Moi, je n'ai jamais rien risqué de tel. Donc, c'est finalement assez simple pour moi. Voilà. Enfin, j'ai toujours senti que... Je ne sais pas, c'est même pas une question de courage. C'est des fois, j'ai peur d'aller faire quelque chose, mais je le fais quand même. Je ne sais pas si je vous réponds correctement, en fait. Parce que c'est très difficile de savoir d'où ça vient. D'accord. Merci d'avoir fait l'effort. Bonsoir. Je voulais vous remercier finalement de votre travail de passeur et de messagère. Vous êtes la petite cousine d'Hermès, quelque part. Avec cette mythologie avec laquelle j'ai grandi, moi, enfant, je suis toujours fasciné par la richesse de ces mythes, de ces histoires, cette vision du monde qu'avaient les Grecs anciens. La question que je vais vous poser, parce que tout à l'heure vous avez évoqué la modernité en fait, de ces mythes aujourd'hui, leur résonance dans notre actualité, est-ce que finalement les Grecs anciens étaient des grands visionnaires, ou est-ce que nous n'avons, nous, hommes et femmes modernes, pas tellement évolué finalement depuis cette époque-là? Alors là, vous voyez, j'ai encore jamais réfléchi à ça, mais donc j'ai un doute, mais je les pense pas tellement visionnaires. Hein. Y a des choses que, si nous, on avait été capables de regarder ce qu'il y avait de positif et d'intéressant dans leur civilisation, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. C'est plutôt comme ça que je le vois. C'est pour ça que, par exemple, des fois, je mets vraiment beaucoup l'accent sur l'hospitalité, parce que ça, c'était leur vertu première. Et nous, qu'est-ce que c'est devenu chez nous aujourd'hui? Voilà. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Les mythes cherchent à expliquer les choses. Donc, comme les mythes cherchent à expliquer les choses et que les Grecs de l'Antiquité cherchaient à expliquer, ils sont allés chercher des réponses fabuleuses à des questions existentielles qu'on se posait tous. Mais en fait, c'est pas tellement qu'ils étaient visionnaires, je crois pas. C'est juste que ces questions existentielles, elles n'ont pas vraiment de réponse. On les a encore aujourd'hui, ce sont les mêmes. C'est celles de tout humain. Donc, c'est plutôt ça. Au fait, on est tous les mêmes, on est des humains. Je crois. C'est magnifique, cette continuité à travers l'histoire, finalement. Merci. Ah, je n'oublie pas, et les Aèdes étaient des hommes aussi. Une question aussi par rapport à la mythologie. Que pensez-vous de la réaction d'Artémis par rapport à Actéon, qu'elle transforme en fan parce qu'il a osé la regarder prendre son bain dévêtue? Ah, ça suscite des débats dans les classes, justement. Hein. Alors là, bon, moi, quand des gamins m'ont déjà posé la question, parce que quand même, ça les... Ben moi, je dis, il l'a bien cherché. Oh Non, mais en fait, Actéon, c'est vraiment le prototype du mâle dominant. Et il sait qu'il ne doit pas aller là-bas. Il le sait très bien. C'est la partie réservée. Donc, bon, alors, c'est peut-être un petit peu cruel. Ouais, d'accord. Mais j'arrive pas trop à avoir une empathie énorme avec Actéon. Bon.
Après, par contre, la mort d'Actéon va permettre la naissance de l'art. Puisque pour rendre... et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sculpture, la première sculpture qui va naître parce que ces chiens sont trop désespérés. Donc finalement, il n'est pas mort pour rien. Mais en fait, surtout, ce qui est terrible avec Actéon, c'est qu'il a enfreint une règle. C'est un prédateur. Hein. C'est un voyeur et un prédateur. Il le sait qu'il ne doit pas y aller. C'est pas seulement parce qu'il les a juste regardés. En plus, on ne regarde pas une déesse toute nue, mais même les autres. On lui a dit de ne pas le faire, on lui a demandé que non. Donc voilà une manière de résister, peut-être un peu métaphoriquement cruelle, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup, Muriel Sac. Merci. Merci, Emmanuel Delteil. Merci à vous.